S'habiller, ou précisément saper, c'est un moyen de réhabilitation, d'affirmation sociale et d'expression corporelle. À travers la sape, le sapeur se sent un homme dans la société, elle lui permet d'exister socialement. Il s'agit pour le plaisir personnel de paraître, de se faire distinguer des autres. Cette euphorie permet au sapeur de se sentir exister dans un monde où lui seul compte, ignorant tout son environnement. Les sapeurs font de la sape une nécessité, une vertu, un art. L'origine de la sape provient du retour des anciens combattants. La sape remonte aux premières années du colonialisme lorsque la République démocratique du Congo était le Congo belge. Les Français avaient entrepris de civiliser les Africains en leur fournissant des vêtements d'occasion européens comme outil de négociation pour gagner la dévotion des supérieurs. Le mouvement incarne l'élégance dans le style et les manières des dandies des prédécesseurs coloniaux. Captivés par le snobisme et l'élégance raffinée de la tenue vestimentaire des hommes de la côte, les garçons de maison congolais ont boudé les vêtements d'occasion de leurs maîtres et sont devenus des consommateurs inlassables de fervents connaisseurs, dépensant leur maigre salaire à outrance pour acquérir les dernières modes de Paris. Les domestiques ont utilisé leurs relations en France pour acquérir leurs vêtements. De le retour, quoi. Il faut être bien sapé parce qu'on va te voir. Bon, tu as quitté la France, il faut présenter, il y a des preuves, une image que tu reviens de la France normalement. Alors tu présentes tout, parce qu'à la France il y a tout. Alors comme on est là, si on a l'argent, faut qu'on s'attrape tout. Il faut qu'il y ait quand même une différence entre ceux qui sont restés et nous. Les garçons de maison et les soldats adoptaient les vêtements de leurs maîtres comme une déclaration sociale et politique pour montrer qu'eux aussi pouvaient être aussi intelligents et élégants qu'eux. En 1922, Grenard André Machua est le premier Congolais à revenir de Paris habillé en vrai Parisien. Son arrivée a suscité une grande admiration parmi ses compatriotes. Il est devenu connu comme le premier grand sapeur. Comme il n'était pas non plus très bien accueilli, qui viennent s'y passent là, ils repartent plus, vous savez. Ça veut dire quoi ça? Ils viennent avec une fourche. Je parle avec les Français, mais il y a des Français qui sont bien, mais les trois quarts sont des racistes. Ils ne veulent pas des Noirs. Ils ne veulent pas des Noirs. La sape leur servait de refuge pour faire face à leur vie européenne. Comme le style international évolue, le style des sapeurs aussi a évolué. Ce mouvement-là s'est beaucoup développé à Brazzaville et en faveur de quelques artistes qui partaient de gauche à droite entre Kinshasa et Brazzaville, faisaient des concerts indifféremment, Papa Wemba notamment, s'est retrouvé encadré par une bande de Brazzavillois qui a commencé à l'intéresser au mouvement de la sape. Et c'est des Brazzavillois qui développaient ce mouvement à Brazzaville et qui le développaient en France. Et Niarchos, qui fréquentait beaucoup de Zaïrois, a pris Papa Wemba et lui a dit « Écoute, il n'y a personne qui chante ce mouvement-là et si tu joues cette carte, tu seras le seul. » Il a joué la carte et finalement, ça a matché. On a grandi avec Viva, les chants de Papa Wemba. On se rappelle encore du film La vie est belle. Il y a toute sa discographie, toutes les chansons qu'il a pu écrire. Non, ce monsieur, oui. Viva la musica, ça fait partie du répertoire du sapeur. Il y a des sapeurs qui disent qu'ils sont devenus sapeurs en écoutant du Viva. Et il y en a d'autres qui sont devenus encore plus en suivant l'idéologie de Wemba. Parce qu'il fut un très bel ambassadeur. S'il était encore vivant, je dirais même que ça a été le premier influenceur congolais. Parce qu'il a influencé toute une génération. Il a influencé tout un pays. Il a influencé aujourd'hui tout un continent et tout un monde à rallier à sa cause. C'est-à-dire ce que lui défendait, c'était le mouvement de la sape. Papa Wemba, c'était un grand chanteur. C'était un phénomène à ces époques-là. Et donc,
Là, il y a tout son groupe d'amis et de sapeurs qui l'accompagnent en chant. Parce que qui dit sap dit musique. Vous êtes le chef de file en France d'un mouvement qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez Harlem, qui s'appelle les sapeurs. Bien sûr. Vous connaissez ça? Alors les sapeurs, je voudrais vous expliquer exactement ce que c'est. SAP, donc SAP, c'est la société des ambianceurs et personnes élégantes. C'est-à-dire que, sapeur, donc pour les SAP, ça veut dire que tout ce que vous gagnez comme argent, tout part, m'a-t-on dit, enfin, peut-être pas vous, parce que vous êtes peut-être très riche, mais enfin, la majeure partie des sapeurs, tous les salaires, tout part dans l'achat de vêtements, et pas n'importe quoi, des vêtements de marque, des vêtements de prix. Et je veux dire que chaque sapeur est habillé à peu près pour combien, entre 5 et 20 000 francs. Même plus. 30 000 plus, même plus. 40 000. Ah oui, 100 000. Ah oui, ça fait quand même cher le sapeur, hein. Il faut le dire. Alors, moi je voudrais, vous êtes venus avec des petits camarades à vous, vous êtes toute une bande de sapeurs. Je vois qu'on les voit maintenant, Christian Vidali. Alors là, c'est mon père qui va défiler. Là, je pense que c'est en 1986. Mon père est âgé de 30 ans ou 29 ans. Si c'est pas 86, c'est 87. Et donc à cette époque-là, c'est, je pourrais dire, l'avènement de la marque Yodi Yamamoto en France. Et donc il y a déjà une clientèle zaïroise qui est déjà très accrue, qui est très férue de mode japonaise, parce qu'en fait il y a deux écoles. Donc il y a la mode italienne avec Gianni Versace, avec Gianfranco Ferré, et donc mon père et quelques camarades, pour se différencier un peu de l'ancienne école qui était très italienne, ils ont décidé de se vêtir de vêtements japonais. Et donc c'est là, en plus à ces époques-là, il y avait aussi pas mal de stars, notamment Sting qui portait Yodi Yamamoto, Boy George, donc c'était vraiment la marque en vogue. Donc là c'est mon oncle, le mari de ma tante, qui est la grande sœur de ma mère. Donc, ma mère est la cadette. Et donc du coup, lui il avait quand même, c'était un précurseur de son temps, il avait déjà une coupe punk, il avait déjà un slim, il avait déjà le look qu'on a aujourd'hui. Et là il est vêtu même d'un leggings carrément, de la marque Jean-Paul Gaultier. Pour homme à l'époque il fallait oser, et là il reste Yodi Yamamoto. Et lui c'est un Congolais de Brazzaville, mais qui avait le style un peu quinois, un Congolais de la RDC. Donc c'était, toutes ces marques-là, c'était vraiment les marques en vogue à cette époque-là. Comme aujourd'hui, on pourrait citer Balenciaga ou Raf Simons ou Vêtements ou tout ça. Dans le parcours du sapeur, on dit qu'on est d'abord un sapeur, ensuite on devient un Parisien, et puis quand on revient, on est encore plus adulé. Donc il y a aussi le parcours implique aussi un voyage à Paris. Ce n'est pas nécessaire, mais ceux qui vont à Paris sont considérés un peu sur le haut de l'échelle. Après, ça ne veut pas dire que ceux qui restent sont sur le bas de l'échelle. Ça veut simplement dire que pour la foule et pour les gens, les gens qui viennent voir ce qui se déroule dans au niveau de la SAP, ils savent que, on va dire, la caste des Parisiens, ce sont des gens, quand ils arrivent, ils sont respectés, ils restent entre eux, et les gens les adulent. Au milieu des années 70 et fin années 70, début des années 80, c'était beaucoup communautaire. C'était des étudiants qu'on envoyait. Il y a ceux qui se retrouvaient à la Mecque, c'était un bâtiment réservé aux étudiants congolais. Justement, c'est parti un peu de là. On va dire la SAP, elle arrivait à Paris par le canal de ces étudiants-là. Ils sont arrivés, ils ont dû s'organiser en petite communauté. Ça a été très communautaire avant. Vous savez, quand vous arrivez quelque part que vous connaissez personne, vous allez d'abord voir les personnes qui vous ressemblent, ceux auxquels vous vous ressentirez vraiment beaucoup plus à l'aise. Château Rouge. Mais c'est le meilleur, mon ami, tu le sais, c'est le bachelor. Voilà, ça c'est le bachelor, il est comme ça, il est partout. Je passe, je suis connu. J'arrive en France le 4 septembre 1977. Cette année, ça me fait 45 ans, dans cette belle ville qui est Paris. Déjà, à Château-Rouge, au départ, c'était un marché qui est dédié à ce qu'on appelle au marché alimentaire. Il n'y avait pas la SAP, il y avait les produits africains alimentaires qu'on vendait là. Et moi, lorsque ma mère me cède cette boutique, c'était un restaurant avant, j'avais décidé d'en faire une boutique pour essayer de faire découvrir l'art vestimentaire de la SAP aux Africains.
Parce que tous les Africains ne connaissaient pas la sape. La sape est née au Congo-Brazzaville, mais c'était souvent connu de nos frères de la RDC, Congo-Kinshasa, et à peu près peut-être Abidjan. En m'installant à Château-Rouge, j'ai fait connaître la sape à tous les Africains qui étaient installés là, qui ont beaucoup aimé. Et aujourd'hui, la sape est devenue mondiale, grâce au petit travail que le bachelor a bas et au travail de beaucoup de gens. C'est ça la sape. Ouais. À l'époque, j'étais lycéen. Oui, il fallait être vu pour aller monter sa sape. Et puis il y avait des concours de danse pour montrer qui était le meilleur danseur, tout en étant le plus élégant. Mesdames, messieurs, sans oublier les demoiselles et les autres, voici l'événement très parisien que vous attendiez tous. Car ici, au fil One, nous sommes à la pointe de la mode et dans le temple de la sape. Tous les dimanches en début d'après-midi, pendant les grandes vacances de juin à septembre, moment propice de la descente frime des Parisiens à Brazzaville. Très bien habillés, bien coiffés et bien parfumés que nous étions, nous nous rendions à la Main Bleue qui était le temple sapolitique à cette période. C'était des mecs qui, la semaine, allaient travailler à l'usine, étaient boueurs et le week-end, ils se transformaient en des super princes de la nuit. Ils dansaient, mais c'était sublime, sublime, et des tailles fines, des pantalons qui montaient très très haut comme ça, des tailles de guêpe, des vestes avec des belles épaulettes qu'un peu plus tard Mugler va reprendre. Enfin, c'était la super frime, hein. C'était des dandys, des super dandys. C'était formidable parce que c'était explosif, inattendu et ça s'est jamais plus reproduit depuis nulle part. On pouvait passer un morceau des Queen et enchaîner avec wow, Sex Machine. Voilà, c'est et après un morceau de salsa. C'était très travaillé, c'était pas mettre simplement les galettes sur les platines et puis voilà, hein. Parce que quand on m'a dit oui, est-ce qu'une femme a déjà mis la musique comme ça, non, c'était très travaillé. On raconte une histoire, on emmenait les danseurs, les vrais danseurs, parce qu'il y avait des gens qui se révélaient sur scène, sur le dance floor. Ils se révélaient, ils arrivaient tout timides et tout, et là, la musique, ça devenait d'autres... alors, ils s'éclataient. Le mot a été à la mode à l'époque, on disait ah, je me suis éclatée, c'était génial, j'ai dansé toute la nuit, waouh. Après la célèbre soirée SM de Karl Lagerfeld, avec son clan mondain en 1977, l'atmosphère et l'environnement social de la Main Bleue a complètement changé. Tout le monde en a parlé de cette fête, ça a choqué pas mal de gens. Les blacks, les sapeurs, ceux qui venaient danser, ont décidé d'arrêter d'aller là-bas, puisque bon, eux, ils y allaient là-bas pour draguer, mais danser, hein, et là, c'était fini. Malheureusement. Après, il y a eu le retour des Parisiens, les premiers, les étudiants qui étaient venus, il fallait bien qu'ils repartent. Et les retours de ces Parisiens-là, une fois au pays, avec les nouvelles tendances. Par exemple, je sais que le Bumbacho est apparu avec les premiers retours des premiers Parisiens. Bumbacho, c'est ce gros pantalon qui se fermait, qui s'attachait ici, en mode un peu à la pêche au moule. Mais en termes sapéristiques, on appelle ça le Bumbacho. Ça, c'est quelque chose en parisien, comme les Annick Bertin. Ils ont démocratisé, ils ont popularisé au niveau de Brazzaville. Le maquillage à outrance aussi. Ça, se décaper la peau, c'était le signe distinctif. C'était un moyen de reconnaître un Parisien, parce qu'un Parisien, quand il arrivait, il devait briller comme la lumière, il devait shiner comme le soleil. Donc, ils se décapaient tous la peau. Ils avaient des looks un petit peu. Et oui, et du coup, ça a évolué. La sape a s'est démocratisée. Vous avez eu des créateurs, des couturiers comme des Paul Smith. Vous avez des Oswald Batten qui se rendent souvent, pas à Paris, mais qui se rendent souvent à Bakongo,
c'est-à-dire Brazzaville au Congo, pour aller s'inspirer un peu des sapeurs. La SAP, elle a beaucoup évolué musicalement aussi parce que la diffusion des clips permet aussi de savoir quelles sont les tendances, les nouvelles tendances, qu'est-ce qu'il faudra porter, qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Ça aussi, ça a aidé à l'évolution. Il y a eu une époque, on avait des pantalons beaucoup plus évasifs, aujourd'hui qui n'est plus de jour. À un moment donné, on a mis les hommes ont eu à porter, vous savez, des costumes très super cintrés avec des revers vraiment larges. Et donc là, c'est plus de nos jours. C'était un costume dans un tissu qui rappelle ce qu'on appelle aujourd'hui le solaro. Le solaro, c'est un tissu qui réfléchit la lumière. Et qui régule la température. C'est un tissu qu'on porte beaucoup, par exemple en Italie, parce qu'il fait chaud. Et donc là, on est en Afrique, donc c'était parfait. Et je portais une Weston que je m'étais donné du mal à acheter parce que c'était, étant étudiant à ce moment-là, j'économisais un petit peu, je garde un petit peu, je mets de côté, je garde un peu, je mets de côté, mais au moins j'avais ma Weston. Et ça, c'était... Il y avait une boutique au marché Total qui vendait ces Weston là. Alors je ne sais pas si c'était des vraies ou des fausses. Je suspecte un peu que ça soit des fausses, mais en tout cas, j'avais ma Weston, j'étais content. J'étais aux anges, voilà. Dans le parcours, on aura tout vu, quoi. On a tout vu. Je crois que je n'ai... Si, j'ai porté une redingote. J'ai porté la redingote, j'ai porté le Spencer. Toutes les pièces du vestiaire masculin, ils sont passées, en fait. C'est une époque où on ne portait pas beaucoup de chapeaux. On ne portait pas encore les chapeaux et les chapeaux n'étaient pas encore spéciaux. La Weston que je porte sur l'autre photo est toujours là. Ce qu'on appelle la 180, qui est un modèle emblématique de Weston. C'est la Penny Loafer. Pourquoi Penny? C'est parce que c'est une paire de souliers dans laquelle les étudiants à l'époque pouvaient glisser une pièce dans la petite bande de cuir. Entre la bande de cuir entre la bande de cuir et le pied, ils glissaient une pièce pour qu'ils pouvaient utiliser pour appeler leurs parents au téléphone. C'est à l'époque des téléphones, l'époque que vous ne connaissez pas. The approach of La Sape in terms of how they would spend more money than what they would seemingly have was quite shocking. Shocking in that the sense of responsibility or sense of urgency that they had towards fashion had higher priority than the basic codes of feeding themselves or any other means or paying certain bills. It felt like a religion where they would put this high emphasis on cloth over other things that would have daily needs for them and their community, and that was really shocking for me. To maintain this lifestyle, being honest, is not easy. It's not easy. It's hard. We used to do fraud. We used to do credit card fraud, bank business fraud. I'm trying to be honest. We used to do bank business, credit card fraud, and that's in the UK. In France, I know people do drugs, all them things. But we here in the UK, we used to do credit card things, bank business, just to maintain it. At the time, it was easy. It was easy to make money, but because it's gone now, to maintain it, you really have to work or do other business. How much do you think you managed to make from that business? A lot, a lot. A lot. It was easy. It was easy. Being honest, it was easy. It was easy. You could have made 20,000, 30,000 easy like this. So if it was still as easy as it was back then, do you think you would be continuing? Of course, yes. Everybody, I would say yes. In my family, I'm the only one that I'm into this, in this life, I've got both of my sister. They don't really like to see me with this because they know how hard it is to be sapeur, to maintain it, because it really costs money. It really costs money. Growing up in Congo, there was a musician called King Kester. I used to like the way he dressed up. So I was saying every single day, when I grow up, I'll be dressing like him. And even when I was a child, I was trying just to copy him. Everything he wears, I was trying to copy him. So even when I was growing up, I would say, my dad, every time he buys me clothes, he knew that this is the only child that caused me problem, because I used to choose my own style.
So I took it from there up to now. Logiquement, dans la logique, il ne faut pas faire comme Gucci a fait là dans sa nouvelle collection avec ses étiquettes partout parce que ça, c'est un signe distinctif typiquement sapologue. C'est issu de la sapologie. En fait, c'est un signe qui est arrivé avec l'avènement des sapologues. On les a vus débarquer avec des étiquettes, soit de prix ou carrément l'étiquette du créateur sur le costume. Ça, c'est vraiment faute de goût. Il ne faut vraiment pas faire ça. En fait, les couturiers, lorsqu'ils le laissent, c'est pour que ce soit juste apparent. Par exemple, quand vous êtes dans une multimarque, vous cherchez un habit, vous n'avez pas vraiment le temps de regarder l'étiquette, bah, vous avez cette étiquette-là qui vous indique le nom du créateur. Après, les étiquettes de prix, bon, je ne sais pas trop pourquoi les gens ils font ça, mais ça, c'est vraiment un faute de goût parce que quand vous êtes une personne élégante, c'est ne pas le prix qui compte, mais c'est plutôt ce que représente ce que vous portez sur vous. C'est-à-dire la qualité ou le message que vous voulez véhiculer, mais c'est surtout pas un message de pécunier, c'est pas un message financier que voilà, moi je suis un sapeur parce que je porte les choses les plus chères. Si un sapeur fait la démarche de rechercher les choses uniques, c'est parce que dans sa quête, il veut être unique à posséder telle ou telle chose. Y a des sapeurs qui vont chez Yuji Yamamoto et dépenser des 12 000 € parce que Yuji utilise une qualité de prix. Bon, initialement c'était ça. Aujourd'hui, on achète juste pour montrer que on est valable. On n'achète pas du tout. C'est pas un passeport qu'on achète. On n'achète pas une qualification. C'est pas un titre. Ça s'achète pas être sapeur. Et c'est pas le coût de ton habit qui te rendra sapeur. C'est comment tu t'habilles et c'est ton élégance qui te définit comme étant sapeur. C'est pas le prix. Welcome to my museum. Mon musée, un que j'apprécie beaucoup. C'est Vivienne Westwood. Ouais. Elle a ce côté punk, grunge et en même temps traditionnel. Et le tartan, ça représente la tradition, ça représente une culture, ça représente une histoire. Le tartan représente à lui seul le Royaume-Uni. Il représente une fabrication, il représente une identité. Et en même temps, le tartan me rappelle le shuka, qui est un tissu Maasai. Donc, je vois plus le tartan comme un tissu africain. Je ne le vois pas comme un tissu britannique. Je le vois comme un tissu africain. Donc, voilà. Après, ça c'est une grande maison française. C'est du Daniel Crémieux. Daniel Crémieux, pareil, toujours avec la doublure en écossais, qu'on appelle Stewart. Donc c'est du Daniel Crémieux. Le rouge, c'est une couleur que j'apprécie énormément. Donc du coup, j'ai beaucoup de vêtements en couleur rouge. Et ça, c'est une création de Daniel Crémieux qui est tout en laine. Duffelcoat, mais en laine. Oups. Pas être grand, hein. Si on n'est pas grand. Oups. Donc voilà, après ça c'est du Ralph Lauren. Ça c'est du Agnès B, toujours en manteau. Après il y a de tout. Voilà. Ça c'est des costumes pareils d'hiver qui vont avec les vestes. Ça c'est du Palzilleri. Vintage années 80 quoi. Ça c'est du Palzilleri vintage années 80. En plus ce que j'aime c'est la fabrique, la matière. Ouais. Et comment avez-vous découvert toutes ces marques? Mais je m'instruis, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire de la mode. Je suis très intéressé par l'histoire de la mode. Et quand tu t'intéresses à quelque chose, tu fais des recherches, tu te documentes. Et voilà.
voilà. Et ça ensuite c'est du Versace classique. Donc gilet et bouton. Ça va ensemble quoi. Ça c'est du Versace classique. Voici mon dressing. Là on parle que de vestes. Là il n'y a pas les costumes, c'est uniquement des vestes. Il n'est pas encore bien rangé, il faut que j'amène ça au pressing. Mais là on est encore dans du Gianni Versace. C'est votre créateur préféré? Oui, c'est mon designer préféré. Donc je mets beaucoup de Gianni Versace. Même les boutons sont voilà, toujours bien signés. Ouais, toujours. Ça c'est toujours du Gianni Versace, toujours. Et ça vous fait combien d'années de collection? Oh, plus de 15 ans. Hein. Plus de 15 ans. Et vous allez où pour trouver cette pièce rare? Partout. Tout est bon à prendre. Je vais en Italie, j'achète sur Internet. Je suis vraiment un dingue. Tous les moyens sont bons. Je cherche des collectionneurs qui, de temps à autre, se séparent de leurs pièces. Et dès que j'ai les moyens, dès que j'ai les possibilités d'acheter du Gianni Versace, je peux acheter. Si je peux acheter, j'achète quoi. C'est quelque chose que je ne me prive pas. Je considère ça comme des tableaux. Je considère ça comme des œuvres d'art. 86, 96, pendant cette décennie-là, j'ai beaucoup aimé ces créations. Pourquoi cette période exacte? Parce que cette période exacte, en fait, c'est là où justement ils ramènent un plus dans la mode. L'association du cuir et de matières comme des cristaux, comme le clou, enfin le rivet, ils mélangent après les genres, ils mélangent les couleurs, ils mélangent les matières et c'est là où moi ça me plaît. I come from a culture where being well dressed is essential, you know, and it's bound up with self-respect. So it's not necessarily that you'd spend your last penny, but you absolutely have to leave the house looking well dressed. Being scruffy is not an option. So even if you don't have very much money, you have to present yourself in a particular way. So I think I've grown up with that. So there is a part of me that understands the desire to dress well, to look good, to have that kind of performance about you when you leave the house. So I think maybe Sapeur take it to the extreme, but I see glimmers of that even in my own kind of Caribbean culture. Nous, c'est une manière, en tant que noir, qui a vécu pas mal de choses sur cette terre pendant des décennies, pendant des siècles. C'est une façon, nous, de se révolter, en fait, contre le système d'oppression. Quand je dis d'oppression, c'est-à-dire que nous, en fait, ça a été le seul moyen pour nous de s'affirmer. Maintenant, le sapeur, c'était une façon de donner de l'espoir à une jeunesse qui n'en avait pas, en se disant, voilà, moi, je peux être aussi propre, je peux être aussi classe qu'un blanc. C'était en fait au départ plus dans ce sens-là. Et après, on en a fait une culture, une sous-culture. Donc l'importance d'être élégant, c'est aussi l'importance de s'affirmer, d'être fier de soi, d'être digne. C'est ça en fait, c'est une façon de se donner une fierté, de se donner une image positive de sa personne, c'est tout. Aussi simple que ça. Donc c'est important justement de s'aimer, de se réaffirmer qu'on nous a appris toute notre vie à nous détester en fait. Dans ce milieu historiquement masculin, les sapeuses sont peu nombreuses et revendiquent l'égalité des sexes. Aujourd'hui, on est dans une société qui pousse l'autre à l'acceptation de soi. À l'époque, pour qu'une femme puisse exister, il fallait qu'elle soit à côté d'un sapeur, soit en étant sa compagne, sa femme, ou être juste une muse. C'est comme ça qu'on a fait connaissance, on a eu dans le milieu des grandes dames comme les Mères Malou, les Zoé la Congolaise, on a eu des Hortensia Bacana, on a eu beaucoup de femmes comme ça. Si on s'exprime aujourd'hui, c'est grâce à ces figures-là, parce qu'elles ont elles ont fait un travail colossal antérieur qui nous permet de nous faire accepter comme sapeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, la Main Bleue renaît à travers Moonshine, un collectif multidisciplinaire organisant des événements lunaires basés sur la culture africaine et électronique. Les cofondateurs congolais Pierre Quanders et Hervé Kalongo ont créé des rêves parties dans des lieux tenus secrets à Montréal pour les personnes marginalisées. Ils sont devenus, depuis, un mouvement mondial avec une vague de personnes des 4 coins du monde
qui les suivent dans leur voyage à Paris, Montréal et Lisbonne, et bien d'autres villes qui ne dorment jamais la nuit. La SAP est intemporelle et influente. Mais dans quelle mesure ces précurseurs profitent-ils de leur propre mouvement? Il faudrait qu'il y ait aujourd'hui des créatifs qui se décident de s'investir dans ce mouvement et soient reconnus, et qu'on arrête de parler de personnes dont les noms, je ne veux pas les citer, mais les personnes que tout le monde a l'habitude de citer, parce que derrière ces personnes, il y a toujours des petites mains. Et c'est ces petites mains-là, moi, qui me paraissent intéressantes. J'aimerais qu'en chaque sapeur, il y ait, que chacun développe un aspect du monde du textile, du monde de la mode. Même de la mode, je parle de la mode. Moi, j'aime beaucoup parler de style. La mode, c'est changeant, c'est tous les 6 mois. Donc, j'aime parler de style. Et je trouverais intéressant que des personnes s'investissent un peu plus dans la créativité et soient capables de faire des propositions, et que lorsqu'on vient demander, s'enquérir de qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la SAP, qu'on puisse développer aussi cet aspect. Pour moi, en ce moment, c'est la pièce manquante. Aujourd'hui, la SAP, avec la SAP économique que je défends actuellement, il faut que la SAP puisse nourrir son homme. Au passage, les 5 premières fortunes professionnelles françaises sont dans le domaine de la mode. Vous avez les Louis Vuitton, les Gucci, tout ça, c'est la mode. Mais ce n'est plus uniquement que la SAP. Donc aujourd'hui, le rêve, c'est de ramener la SAP à Abidjan, à Kinshasa, à Brazzaville, ouvrir des boutiques de la SAP, que cette SAP-là donne aussi du boulot aux jeunes Africains. Tu vois, comme Zara a donné du boulot ici, comme Louis Vuitton a donné du boulot ici, comme Gucci a donné du boulot ici, comme Alain Figueira a donné du boulot en France. Il faut que cette SAP-là aussi donne du boulot aux jeunes Africains, aux jeunes créateurs africains. Et c'est ça mon rêve. La SAP, c'est l'amour. Sapez-vous et que vive la SAP.